Et si la plus vaste tempête politique et économique de l'Afrique moderne commençait par la fuite d'un simple mémo? Ce qui semblait hier improbable vient de se produire. Un document confidentiel de l'OTAN a fuité. Il ordonne d'imposer jusqu'à 30% de taxes sur le pétrole et l'or africain. L'ordre est clair, signé de la main de Donald Trump, Bruxelles chargée d'exécuter sans attendre. Officiellement, il s'agit de stabiliser les marchés occidentaux. Mais pour l'Afrique, c'est une vieille blessure qui se rouvre. La guerre économique reprend un autre nom. Les chaînes prennent la forme de taxes. Cette fois, l'enjeu dépasse l'argent. C'est la souveraineté même du continent qui vacille. La nouvelle explose sur les réseaux sociaux et fait plonger les marchés mondiaux. Les analystes évoquent un choc tarifaire sans précédent depuis des décennies. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré brandit le mémo devant son gouvernement. Il déguise nos chaînes en taxes, mais une chaîne reste une chaîne. La colère monte, l'injustice s'enracine, la riposte s'organise. À l'ouest, l'argument reste la stabilité et la protection des intérêts. Mais pour l'Afrique, chaque baril, chaque lingot ainsi taxé, ce sont des milliards envolés, autant d'écoles, d'hôpitaux, de routes sacrifiées. Plus grave encore, ce mémo menace la voix et la dignité de tout un continent, réduit à l'impuissance par décret étranger. Derrière ces chiffres, une question brûle. Pourquoi la stabilité occidentale devrait-elle coûter l'avenir africain? Jusqu'où l'Afrique ira-t-elle pour défendre sa liberté face à cette offensive économique? Que cache vraiment ce mémo? Pourquoi l'Afrique refuse-t-elle ce modèle de stabilité? Il est temps de disséquer le contexte et de dévoiler les véritables enjeux de cette fuite explosive. Pour comprendre la portée de ce mémo, il faut revenir à la source. Comment ce document a-t-il filtré et qui a intérêt à provoquer un tel bouleversement? Plongeons dans les coulisses de cette crise sans précédent. Derrière les discours feutrés et les promesses de partenariat, une vérité s'impose, froide et tranchante. L'Occident ne cherche pas seulement à réguler. Il veut surtout empêcher l'Afrique de choisir sa voie, de bousculer l'ordre établi, de secouer les marchés mondiaux par une émancipation tant redoutée. La fuite d'un mémo confidentiel de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, rédigé dans un jargon glacial, lève le voile. Sous couvert de stabilité des marchés, les Alliés ordonnent d'imposer des tarifs de 20 à 30% sur le pétrole, l'or et les minerais africains. Derrière ce prétexte, une angoisse profonde se lie entre les lignes. La crainte de voir l'Afrique conquérir une indépendance énergétique qui fissurerait la domination occidentale sur les ressources vitales. Les mots du mémo sont déshumanisés, mais le message brûle à vif. Si l'Afrique commence à vendre ses matières premières selon ses propres règles, elle devient une menace systémique. Les analystes financiers s'alarment. Dans les rédactions, on évoque une arme économique totalement inédite. L'économie occidentale vacille, hantée par le spectre de représailles africaines, de ruptures d'approvisionnement, de flambées soudaines des prix. À Bruxelles comme à Washington, les dirigeants tentent d'apaiser les craintes. Il ne s'agirait que d'un ajustement temporaire pour préserver l'équilibre global. Mais les marchés flairent la panique. En Afrique, la riposte fuse. Chefs d'État et ministres dénoncent une agression camouflée, une sanction qui se dissimule derrière la technocratie. Les réseaux sociaux s'enflamment, les journaux parlent à présent de guerre économique. Pour les citoyens, la note est salée. Chaque baril surtaxé, chaque once d'or frappé d'un droit de douane, ce sont des milliards de francs sacrifiés. Moins d'écoles, moins d'hôpitaux, moins de routes. Davantage de dettes, des rêves ajournés, une souveraineté monétaire étranglée par des mains invisibles. Si l'Afrique doit payer le prix de son ambition, il se compte en années perdues, en projets avortés, en générations ralenties. Mais l'enjeu va bien au-delà des chiffres ou des balances commerciales. Ce qui est attaqué, c'est la dignité collective, le droit de négocier ses propres termes, de tracer sa destinée. L'Afrique se retrouve sommée de racheter sa liberté, pendant que ses partenaires occidentaux feignent d'ignorer qu'une souveraineté ne se négocie pas à la frontière des douanes. Dans cette atmosphère électrique, chaque décision pèse lourd. Les pertes économiques deviennent le reflet d'une lutte plus vaste. Celle du contrôle, de la réputation mondiale, de l'accès au développement sans entrave ni condition.
L'espoir de sortir enfin du piège de la dette dépend de la capacité du continent à résister à cette offensive tarifaire, à défendre ses intérêts quand l'essentiel de son avenir est mis en jeu. Mais dans l'ombre des chancelleries et des marchés, certains acteurs africains s'organisent déjà pour riposter. L'histoire d'une résistance silencieuse commence à s'écrire, loin des projecteurs occidentaux. Ce que l'OTAN baptise stabilité, l'Afrique l'appelle chaîne dissimulée sous des taxes. Même dorée, une chaîne demeure une chaîne. La fuite du mémo n'a pas seulement révélé une hausse brutale des tarifs, elle a exposé une vérité intolérable. La souveraineté africaine est perçue comme une menace à mater, jamais comme un droit à respecter. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré réunit en urgence les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. L'atmosphère est tendue. Faut-il céder, jouer la prudence et risquer la résignation? Ou choisir la résistance, au risque de déchaîner la colère de l'Occident? Tous pèsent le prix du silence contre celui d'un affrontement frontal. La riposte s'organise. Un plan d'action se dessine. Geler progressivement les exportations de pétrole, d'or et de minerais stratégiques vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Dès les premiers jours, plusieurs cargaisons sont réorientées vers l'Asie, l'Amérique latine et surtout d'autres pays africains. Pour la première fois, transformer la dépendance en force collective n'est plus une utopie. Au cœur des débats, une idée nouvelle. Créer un fonds de souveraineté africain, alimenté par les recettes des matières premières. L'objectif? Financer l'industrialisation locale, renforcer l'éducation, bâtir des infrastructures, sans mendier des prêts qui se transforment en chaînes invisibles. Investir dans l'Afrique, par et pour les Africains. Mais la résistance ne se limite pas au palais présidentiel. Dans les rues de Lagos, Dakar ou Bamako, des milliers de citoyens manifestent leur refus de la soumission. Les débats s'enflamment sur les ondes, les hashtags viraux inondent les réseaux sociaux. Un éveil sans précédent gagne le continent. La dignité africaine n'est plus un slogan, elle devient un cri de ralliement. Chaque pas vers l'indépendance comporte des risques immenses. Vouloir briser la dépendance expose l'Afrique à des représailles, sanctions économiques, gel des aides, chantage politique, voire tentative de déstabilisation internes et externes. Les alliés occidentaux agitent déjà la menace de l'isolement international, mais l'Afrique, pour la première fois, ne plie pas. Cette escalade ne se résume plus à l'économie. Désormais, il s'agit de dignité, de pouvoir négocier son destin, de transformer la colère collective en renaissance. Une chaîne, aussi solide soit-elle, peut se rompre si la volonté de liberté devient contagieuse. Mais alors que l'Afrique s'organise, l'Occident prépare sa riposte. L'affrontement entre les deux mondes ne fait que commencer. Ce que les stratèges occidentaux n'avaient pas anticipé, c'est que chaque tentative d'isoler l'Afrique ne la brise pas, mais l'unit davantage. À peine les sanctions annoncées, le Burkina Faso devient le premier terrain d'expérimentation. Toutes les aides sont gelées, les prêts suspendus, des projets de santé et d'infrastructures stoppés net. Sur place, la stupeur s'installe. Des écoles ferment, des médicaments manquent, l'angoisse monte dans les marchés de Ouagadougou. Mais, au lieu de s'effondrer, le pays se resserre. Face à la tempête, les solidarités locales se multiplient. Des voisins partagent leurs réserves, des enseignants improvisent des cours sous les arbres, des collectifs organisent la distribution de médicaments. L'adversité soude la population et la peur se transforme en défi. Dans les médias occidentaux, la campagne de diabolisation s'intensifie. Ibrahim Traoré est dépeint comme un chef dangereux, instable, une menace pour la région. Mais ce portrait grossier fait l'effet d'un boomerang. Dans toute l'Afrique, Traoré devient une icône. Son visage s'affiche sur les murs, ses discours circulent sur tous les téléphones, son nom est scandé dans les universités. La jeunesse s'empare du hashtag « Fierté africaine », qui devient un cri de ralliement. Partout sur le continent, la solidarité panafricaine explose. De Bamako à Dakar, de Kinshasa à Lagos, des foules descendent dans la rue, brandissant des pancartes « Nos ressources, notre dignité ». Des chanteurs, des poètes composent de nouveaux hymnes, la diaspora propage l'appel sur tous les continents. Les langues se mêlent, Swahili, Wolof,
Français, Anglais. Une même cause, une même urgence. En Occident, la stratégie du choc se retourne contre ses propres marchés. Les prix du pétrole et de l'or grimpent en flèche, les factures d'énergie explosent, les bourses européennes chancellent. Au sein de l'OTAN, des fissures apparaissent. Certains pays, très dépendants des matières premières africaines, s'inquiètent et réclament d'assouplir les sanctions. Les salons feutrés de Bruxelles et de Washington bruissent de crainte. Et si l'effet domino se produisait? Face à l'échec de la répression économique, l'Occident tente la pression discrète. Menaces de déstabilisation, promesses de lever certaines sanctions en échange d'un retour à l'ordre. Mais la société civile africaine s'organise vite. Des réseaux d'entraide voient le jour pour alimenter les marchés, distribuer des médicaments, maintenir l'école ouverte coûte que coûte. L'esprit de résistance devient viral. Associations, artistes, syndicats paysans s'unissent pour tenir bon. Pour l'Afrique, le dilemme est cruel. Céder pour retrouver une normalité provisoire, ou résister au risque de pénurie, d'isolement, de violence. Mais, semaine après semaine, un nouveau récit s'écrit. Celui d'un continent qui découvre sa force collective, sa capacité à s'organiser et à reprendre sa propre histoire en main. Les privations sont réelles, les risques énormes, mais la fierté et l'espoir l'emportent. La crise ne faiblit pas. Elle révèle au contraire l'émergence d'une ère nouvelle, où chaque sanction devient un moteur de solidarité et d'inventivité. L'Afrique paie le prix fort, mais elle forge, sous nos yeux, une nouvelle définition de la souveraineté. Mais ce réveil africain inquiète. L'Occident redoute une contagion. Les marchés cherchent à anticiper la suite. La bataille pour la souveraineté vient à peine de commencer. Privés de soutien, sanctionnés, menacés, mais cette fois, guidés par l'élan solidaire et la créativité enracinée. Au lendemain du choc, la riposte africaine s'est inventée à la base, révélant une force d'adaptation qui impose le respect. Là où beaucoup voyaient la fin, la société civile a transformé la crise en laboratoire d'idées, redéfinissant la résistance économique comme un défi partagé. Dans les marchés, les vendeurs ont choisi de baisser eux-mêmes leurs prix, refusant de nourrir la spéculation. Les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Elles ont donné naissance à un système D généralisé, achats groupés, réseaux de distribution solidaire, et dans certains villages, le retour du troc ou l'invention de monnaie locale. Ce n'était pas qu'une parade aux pénuries, mais une réaffirmation du pouvoir de la solidarité contre la rareté. Face au manque, la mobilisation s'est amplifiée. Des enseignants ont offert des cours gratuits dans les quartiers reculés. Des familles ont partagé leurs récoltes, organisant des dons alimentaires pour les plus précaires. Partout, des veilleurs citoyens ont protégé les marchés et lutté contre la corruption. Le message circulait. Chaque geste comptait. Chacun pouvait devenir acteur de la survie collective. Mais le vrai tournant est venu du front des alliances. Plutôt que de courber l'échine devant le diktat occidental, plusieurs États ont diversifié leurs partenaires. On a vu naître de nouveaux accords avec l'Asie, l'Amérique latine, et des initiatives inédites entre pays africains. Ce refus du monopole a ouvert un horizon où l'Afrique négocie selon ses propres règles. Cette résilience a bouleversé le leadership. Le président Ibrahim Traoré est devenu le symbole de l'insoumission. Sa voix a réveillé la jeunesse, galvanisé les foules et inspiré de nouveaux modes d'action. Occupation pacifique, boycott ciblé, campagne virale sur les réseaux sociaux. La résistance a circulé comme une onde, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pourtant, derrière l'énergie de la mobilisation, la question demeure. L'Afrique peut-elle transformer ce sursaut en modèle durable? La résilience collective, aussi puissante soit-elle, suffira-t-elle à construire une souveraineté réelle, ou le risque d'isolement menace-t-il encore le continent? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il s'agit de milliards de fonds publics, du contrôle des ressources et de la place même de l'Afrique sur la scène mondiale. La dignité collective est devenue une valeur cardinale, mais la voie vers l'autonomie reste escarpée. Cette crise révèle un potentiel immense, et chaque choix d'aujourd'hui pèsera sur plusieurs générations. Une question capitale demeure. Que retiendra l'histoire de ce basculement, et le public peut-il, par ses actes, infléchir le destin collectif? L'heure n'est plus à l'attente. Chaque voix,
Chaque choix compte dans la bataille qui s'ouvre. Face à l'incertitude, le sort de tout un continent se joue maintenant. Ils voulaient imposer le silence. Ils ont déclenché un chant de liberté qui résonne désormais aux quatre coins du monde. Ce qui n'était d'abord qu'une réaction aux pressions extérieures s'est mué, sous nos yeux, en un soulèvement historique. Ce n'est plus seulement survivre aux tempêtes économiques, c'est ouvrir une ère où l'Afrique refuse de brader sa dignité et sa souveraineté pour quelques promesses creuses. Pendant tant d'années, on nous disait que résister, c'était perdre. On nous apprenait à plier, à accepter l'inévitable, à négocier ce qui nous appartient. Mais aujourd'hui, tout a changé. L'Afrique n'est plus le simple témoin de l'histoire, elle en devient l'auteur, et chaque page s'écrit à l'encre indélébile. Derrière chaque baril de pétrole, chaque lingot d'or, il n'y a plus des chiffres anonymes. Il y a la volonté d'un continent, prêt à se dresser face aux chaînes habillées en taxes, dénoncées par le président Ibrahim Traoré. Défendre notre souveraineté, refuser que la dignité de nos peuples soit taxée ou négociée, c'est choisir de ne pas s'effacer dans les marges de l'histoire. La fuite de ce mémo n'a pas simplement exposé les intentions de Washington et de Bruxelles. Elle a révélé à la planète entière que la résistance africaine n'est ni un caprice, ni une anomalie. C'est devenu un symbole universel. Des peuples qui proclament qu'ils valent plus que l'étiquette collée sur leurs ressources. Face au dilemme entre la peur et la dignité, des millions d'Africains et leurs alliés ont choisi. Sur les réseaux sociaux, dans les écoles, dans les marchés et jusque dans les hautes sphères, le message circule. L'Afrique n'est plus à vendre. Porter cette voix, refuser la résignation, informer nos proches, chacun porte désormais une part de cette responsabilité. La résistance n'est pas un cri de circonstance, c'est une promesse à nos enfants. Plus jamais notre avenir ne sera marchandé sans nous. Ce moment n'est qu'un commencement. L'histoire appartient à ceux qui osent la raconter, la défendre, la transmettre. Mais derrière ce scénario se cachent des exemples, des leçons du passé, des échos historiques qui éclairent le présent. Pour mesurer l'impact et la portée de cette crise, il faut se pencher sur ce que l'histoire a déjà révélé. Regardons en arrière. En 1960, la République démocratique du Congo, fraîchement indépendante, a subi une offensive économique similaire. Les grandes puissances, incapables de contrôler la jeune nation, ont usé de sanctions et de manipulations sur le cuivre et le cobalt, provoquant une crise qui a failli faire sombrer le pays. Le monde entier a pu observer comment, à l'époque, le refus de laisser l'Afrique fixer ses prix sur ses ressources a généré instabilité, guerre civile et ingérences étrangères. Plus récemment, en 2011, la Libye a fait les frais d'une autre forme d'intervention. Des embargos sur le pétrole, des gels d'avoirs, une diabolisation du régime sous prétexte de stabilité régionale. On sait ce qu'il en est advenu. Chaos, fragmentation, et une population livrée à elle-même. À chaque fois, les recettes sont les mêmes. Pression économique, isolement, puis intervention politique et militaire. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la répétition d'un schéma ancien. Mais cette fois, l'Afrique n'est plus seule. La mondialisation a ouvert d'autres marchés, d'autres partenaires. La Chine, par exemple, investit massivement dans les infrastructures africaines depuis plus de 20 ans, du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti au port de Lagos et Mombasa. L'Inde, le Brésil, la Turquie multiplient aussi les partenariats. L'Afrique peut désormais jouer sur plusieurs tableaux. Prenons un autre exemple, le cacao. Pendant des décennies, les producteurs africains ont subi les fluctuations imposées par la bourse de Londres. Mais récemment, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont créé une alliance pour imposer un prix minimum, forçant les multinationales à négocier. Résultat, une hausse des revenus pour les producteurs locaux et une première victoire contre la dictature des prix imposés de l'extérieur. Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique offre aussi un parallèle instructif. Alors que le continent était considéré comme un simple marché de consommation, certains pays, comme le Kenya, ont créé des solutions innovantes, à l'image de M-Pesa, le système de paiement mobile. Ce système, né d'un besoin local, s'est imposé comme une référence mondiale, prouvant que l'Afrique peut inventer, imposer ses standards et tirer profit de ses propres talents. Face à la crise actuelle, le scénario de résistance peut s'inspirer de ces exemples.
Les gouvernements africains pourraient, par exemple, imposer des quotas d'exportation, augmenter la transformation locale des matières premières pour créer de la valeur ajoutée sur place. Ils pourraient aussi mutualiser leurs capacités, à l'image de l'Organisation africaine du pétrole, afin de fixer des prix planchers et réduire la dépendance aux marchés occidentaux. Sur le plan diplomatique, l'Union africaine pourrait saisir l'Organisation mondiale du commerce pour dénoncer la discrimination tarifaire, mobiliser les soutiens du Sud global et créer un front commun face à l'OTAN. D'autres régions du monde, comme l'Asie du Sud-Est, l'ont déjà fait avec succès lorsqu'elles ont été confrontées à des mesures protectionnistes des grandes puissances. La société civile, elle, a un rôle clé à jouer. Les mouvements citoyens pourraient lancer des campagnes de boycott des produits occidentaux, encourager la consommation locale et promouvoir l'éducation à la souveraineté économique dans les écoles et les universités. Des plateformes numériques peuvent être utilisées pour informer, organiser des actions collectives et faire pression sur les gouvernements pour qu'ils restent fermes. Pour aller plus loin, des initiatives de microfinance peuvent soutenir les petites entreprises locales, stimuler l'innovation et offrir des alternatives concrètes à la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. Les coopératives agricoles, les réseaux de femmes entrepreneurs ou les incubateurs de start-up peuvent être soutenus par des fonds souverains, alimentés par les revenus des ressources naturelles. Le secteur culturel, souvent sous-estimé, peut aussi devenir un vecteur de mobilisation. Par le cinéma, la musique, la littérature, l'Afrique peut raconter son histoire, déconstruire les récits victimaires, valoriser l'ingéniosité et l'audace de ses peuples. Les artistes, les influenceurs, les intellectuels, tous peuvent relayer le message de dignité et d'émancipation. Enfin, il est capital de renforcer la formation et la recherche scientifique locale. Créer des instituts de recherche sur les politiques énergétiques, l'économie des matières premières ou la gouvernance donnera au continent les outils pour anticiper, négocier et imposer ses propres standards. Prenons un exemple prospectif. Imaginons que l'Afrique, en réponse à ces taxes, décide d'investir massivement dans les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydroélectricité. Elle pourrait alors réduire sa dépendance à l'exportation de pétrole, développer de nouveaux secteurs industriels et transformer la crise en opportunité pour accélérer sa transition énergétique. Ce serait non seulement un acte de résistance, mais aussi une stratégie gagnante à long terme. En somme, la crise déclenchée par la fuite du mémo OTAN n'est pas une fatalité. Elle peut devenir le catalyseur d'une renaissance africaine, si chaque acteur, État, citoyen, entrepreneur, artiste, s'empare du défi. L'histoire récente le montre. Les peuples qui reprennent le contrôle de leur destin n'attendent pas la permission des puissances étrangères. Mais pour que cette transformation soit durable, il faudra de la persévérance, du courage et une capacité à transformer l'indignation en action concrète. La route sera longue, semée d'embûches, mais chaque pas compte. En conclusion, ce moment charnière rappelle que la souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert. Et que l'avenir de l'Afrique ne sera écrit que par les Africains eux-mêmes, par ceux qui refusent de voir leur dignité taxée, leur avenir marchandé, leur histoire déformée. La fuite du mémo OTAN n'est pas la fin d'un chapitre, mais le début d'un récit collectif où chaque voix, chaque choix, chaque acte compte. L'Afrique n'est plus à vendre, elle est debout, déterminée et prête à écrire la suite de son histoire, sans chaîne, sans taxe, avec la liberté